Bonjour Jérôme Guedj. Bonjour Sania Mabrouk. Et bienvenue à la grande interview sur CNews et Europe 1. Vous êtes député socialiste de l'Essonne, porte-parole et secrétaire national à la laïcité au PS. Et justement, monsieur Guedj, la lycéenne qui est accusée d'avoir agressé une professeure qui lui a simplement demandé d'ôter son voile dans l'établissement a été placée sous contrôle judiciaire. Son procès aura lieu vers la mi-décembre. La ministre de l'Éducation sera sur place aujourd'hui. Est-ce que vous estimez aujourd'hui qu'on est suffisamment ferme et implacable face à l'entrisme islamiste, ou est-ce que le pas de vague se poursuit avec ces professeurs qui ont toujours la boule au ventre? Alors les professeurs, en effet, ont la boule au ventre. Ce qui, je l'espère, a changé, c'est que quand des incidents graves de cette nature interviennent, la communauté éducative, la hiérarchie, soit immédiatement en soutien des enseignants. Et j'ai l'impression que c'est ce qui se passe, et je m'en félicite. Voilà. J'ai entendu hier dans l'hémicycle la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, elle se rend sur place, c'est parfaitement légitime. Il ne peut pas y avoir l'impression, justement, qu'on laisse les enseignants tout seuls. C'est malheureusement ce qui s'était passé, parce que nous sommes au mois d'octobre, et le 16 octobre 2020, Samuel Paty est assassiné à Conflans-Sainte-Honorine. Et entre le par abandon, par lâcheté, entre le 9 octobre, y compris dans l'établissement entre le 9 octobre, date du jour où il fait son cours, je crois, notamment sur les caricatures, et son assassinat, on le voit, le procès a lieu dans quelques semaines. Il y a eu cette impression de ne pas faire de vagues. Et il s'est probablement retrouvé seul, soutenu par sa principale dans l'établissement, mais avec une hiérarchie et des choses qui ne se mettent pas en place. Donc ça, j'espère que c'est derrière nous. On l'a vu notamment au moment du lycée Ravel, où là aussi, il y a une réaction immédiate de la hiérarchie, et je m'en félicite. Les profs doivent être soutenus à chaque fois que des élèves ne respectent pas la loi de 2004, ou de manière générale, le principe d'autorité dans l'école. Jérôme Guedj, le minimum. Et oui. Ensuite, quelles sanctions aujourd'hui? Dans un pays, vous l'avez rappelé, où deux professeurs sont tombés sous les coups de couteau. Oui, parce que j'ai parlé de Samuel Paty, évidemment. Nous sommes le 10 octobre, et le 13 octobre, ce sera les 1 an de la mort de Dominique Bernard. Vous attendez par rapport à cela? Alors, il y a deux sujets différents. Il y a évidemment, dès qu'il y a des voies de fait, de la violence, cela doit être pénalement et le plus sévèrement puni. Mais moi, je suis de ceux qui regrettent que la laïcité en tant que telle ne donne pas lieu, en tout cas le respect de la laïcité, à des poursuites pénales. Je m'explique. Quand Aristide Briand, dans sa grande sagesse, le rapporteur de la loi de 1905, adopte les premiers articles, qui sont des articles de liberté et de protection, on l'oublie trop souvent. La laïcité, c'est une loi de protection, protéger celui qui croit comme celui qui ne croit pas, et leur permettre de vivre sans la pression de ceux qui veulent te dire « tu es obligé de croire » ou « je t'interdis de croire ». Donc le problème, c'est quand on pose ce principe-là, il n'a pas de sens s'il n'y a pas quelque chose pour sanctionner l'irrespect de ces principes. Or, c'était prévu. Dans la loi de 1905, il y a un article, qui est l'article 31, qui sanctionne pénalement, et il a été toiletté, actualisé juridiquement au moment de la loi dite séparatisme, et c'était heureux de le faire, parce que cet article était tombé en désuétude. Que dit-il? Il dit que quand quelqu'un oblige quelqu'un de faire une pratique, je vais illustrer, mets ton voile, sinon ça va pas. Mais en sens inverse, enlève ton voile parce que je t'interdis de porter le voile. Porter le voile, oui. On peut dans la rue être invectivé. Dans les deux cas, il n'y a pas besoin d'attendre que c'est soit une incitation à la haine raciale, soit une voie de fait, etc., ou qu'il y ait des violences. C'est une atteinte pénale à la laïcité. Le drame, je l'avais dit à Éric Dupond-Moretti, il n'y a pas une seule circulaire pénale qui indique au commissariat comme aux magistrats qu'il y a des atteintes pénales à la laïcité. Et moi, je souhaite qu'on réhabilite cela. Encore une fois, je le dis pour montrer que c'est une loi d'équilibre. Pour dire à ceux qui croient comme à ceux qui ne croient pas, la laïcité, elle vous protège. Je n'aime pas ceux qui en font un glaive contre telle ou telle catégorie de la population, et singulièrement contre les musulmans. Moi, je refuse que la laïcité soit instrumentalisée contre ceux qui ont leur foi sincère, privée, et qui peuvent l'exprimer comme la loi le permet dans l'espace public. Mais par contre, dès qu'on est dans le prosélytisme, dès qu'on est notamment sur le champ de l'école, dès qu'on est dans la violation des principes de la République, alors il faut qu'on puisse s'appuyer sur cette loi de protection. Donc
Donc la laïcité, c'est pas une loi contre telle ou telle catégorie de nos concitoyens. Liberté et protection. Malgré tout, vous affirmez votre fermeté en exigeant ces sanctions pénales. Remontons il y a quelques années, c'était en 1989, la fameuse affaire des foulards de Creil, quand Lionel Jospin, socialiste, ministre de l'Éducation, aura une phrase ambiguë rappelant le principe de laïcité, comme vous le faites, mais lui, appelant la tolérance. Rappelons-nous cette phrase. Voilà ce qu'il dit. « Je préconise que les directeurs et les enseignants disent à ses enfants et à leurs parents qu'ils ne doivent pas venir à l'école dans ces conditions. Bien, dont acte. Mais il ajoute, s'il y a blocage et s'il y a refus, je dis alors l'école doit accepter et accueillir ses enfants. » Votre discours par rapport... Il est différent de celui de Lionel Jospin à l'époque. Il y a eu un manque de prise de conscience, évidemment. Et c'est la raison pour laquelle la loi de 2004 est venue régler ce problème-là. La loi, en tous les cas, elle a dit pour l'école, je sanctuarise. C'est pas une question d'appréciation, il n'y a pas une question d'accepter et d'accueillir les enfants. Il y a dans un premier temps, ce que prévoit la loi, un dialogue, mais sinon il y a interdiction de venir à l'école. Et ça a marché. Et les premiers concernés avec des coups de boutoir jusqu'à aujourd'hui. Non mais en tous les cas, entre 2004 et aujourd'hui, et c'est pour ça qu'à chaque fois il faut être clair et ferme avant même que les choses s'amplifient. L'année dernière, au moment de la rentrée scolaire, je fais partie de ceux qui ont soutenu la précision qui a été apportée dans une circulaire pour dire que les abayas qui n'existaient pas d'une certaine manière au moment de la loi de 2004 doivent être interprétés comme étant un signe ostentatoire religieux. Et d'ailleurs, ça a été confirmé il y a quelques jours par le Conseil d'État dans une décision. De signaux que l'on ne voit pas, parce que les professeurs ne peuvent pas enseigner telle matière, parce qu'ils vont dans la boule au ventre. Tout ce que s'empêche de faire les enseignants ne revient pas, dans des faits d'entorse à la laïcité. Tous ces signaux-là, comment... Là, vous voyez, ça renvoie à un autre sujet qui est, il faut avoir une politique publique de la laïcité. Ça ne peut pas être incantatoire. Je vous ai parlé du volet pénal, mais il y a tout un volet d'organisation. Je vous illustre. Il y a 4 ans maintenant, fin 2020, a été créé un comité interministériel de la laïcité. J'ai applaudi parce que ça disait qu'il fallait, et c'est sous l'autorité du Premier ministre à l'époque, je crois que c'était Jean Castex qui le présidait. Ben, voyez-vous, il ne s'est pas réuni en 2022, il ne s'est pas réuni en 2023, il ne s'est pas réuni en 2024. Je vais même aller plus loin. Au moment de la formation du gouvernement, j'ai entendu un moment, il y avait une rumeur qui disait qu'il pourrait y avoir un ministère de la laïcité. Ben moi, je fais partie de ceux qui ont applaudi à l'idée qu'il puisse y avoir un ministère de la laïcité. Vous avez applaudi quand il y avait des cris d'orfraie de vos camarades de gauche. Mais oui, mais parce que la laïcité... Non, mais on peut s'inquiéter si c'est pour instrumentaliser, mais moi, par principe, c'est un beau principe, la laïcité. Il vient de notre famille politique. Mais simplement, il souffre du fait qu'il n'y a pas une politique organisée. Vous parlez des enseignants. Les enseignants, ils doivent tous être formés. Ça s'est fait progressivement, mais les autres acteurs de la fonction publique, dans ce plan annoncé fin 2021, il était dit que 100% des fonctionnaires devaient être formés dans les 3 ans. On est très loin de ça. La question de l'outillage pédagogique, des moyens qui sont donnés aux enseignants, ça reste aujourd'hui en déshérence. Donc la laïcité mérite une politique publique organisée, consensuelle, parce que ça permet d'affirmer la fermeté à ceux... Mais oui, elle doit être consensuelle, la laïcité. Votre discours n'est pas du tout le même de ceux de votre camp. Eh bien, ils ont tort. Enfin, tous ceux qui, en France, considèrent que la laïcité n'est pas dans le patrimoine républicain, qu'on ne peut pas s'en sortir si on n'est pas des universalistes républicains, qu'on n'essentialise pas le débat public, qu'on ne s'adresse pas aux uns et aux autres comme des communautés politiques. La concorde publique, elle passe par cet universalisme. On fait de chacun des citoyens émancipés. La foi dans le domaine privé, on peut l'exprimer dans le domaine public, mais il n'y a pas d'entrisme sur le champ politique, mais ça vaut pour toutes les religions. Quand au moment où on débat, aujourd'hui les coups de boutoir, faut reconnaître qu'ils viennent d'un islam radical. Mais moi je ne me méprends pas. L'islamisme politique s'organise, fait de l'entrisme et on va même aller plus loin. Il a tué dans notre pays ces 10 dernières années, donc on connaît l'adversaire. Mais plus largement, à chaque fois qu'il y a une influence politique, religieuse dans le débat public, il faut avoir la fermeté des principes qui sont les nôtres. Autre défi, Jérôme Gage, évidemment, c'est l'épreuve du feu du budget. Alors, il y a beaucoup de pistes d'économie. On verra ce qui sera retenu. Une piste en particulier que pousse le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, c'est la réforme de l'AME. Il veut en faire une aide médicale d'urgence. Est-ce que ça vous choque ? Il dit, le ministre de l'Intérieur, il est injuste de demander des efforts qu'aux Français. Il faut aussi les demander aux étrangers. Il a tort ? Oui, il a tort et je vais vous dire pourquoi ça peut être facilement entendu. D'abord, son propre Premier ministre, j'ai entendu son discours de politique générale mardi, n'a pas évoqué cette position. La ministre de la Santé a été extrêmement claire
au diapason de tous les ministres de la Santé précédents. Michel Barnier va trancher dans quelques jours, on verra. Oui, mais je pense qu'il s'il avait envisagé de faire cela, il aurait eu l'honnêteté de le dire dans son discours de politique générale, parce qu'il faut assumer ses positions. D'où je parle? Je parle de tous ces professionnels de santé qui nous expliquent que, en termes de santé publique, en termes sanitaires, c'est une aberration que d'interdire à des personnes qui sont présentes sur le territoire national d'avoir accès à des soins, parce que si elles en ont besoin, alors elles iront plus tard, elles seront plus malades. Elles sont pourtant, quand on parle de maladies contagieuses, eh ben elles auront pu propager la maladie, et elles iront à l'hôpital dans des mauvaises conditions, et ça va coûter plus cher. Je vous cite Didier Lesky, il est directeur général de l'Office de l'immigration et de l'intégration. Nous sommes d'accord, ce n'est pas quelqu'un que vous placeriez à l'extrême du bord politique. Voici ce qu'il dit. La France, qui fait partie des mieux-disants sur ce sujet, doit s'aligner sur ses principaux partenaires. En Espagne ou en Allemagne, par exemple, l'État ne prend pas en charge les maladies chroniques des étrangers en situation irrégulière. Si cette maladie s'est déclarée dans leur pays d'origine, la maladie sera prise en charge uniquement si elle menace la vie du patient. Évidemment que la France s'honore à aider les étrangers si c'est des situations d'urgence. Mais j'ai un désaccord sur ce point, c'est-à-dire il connaît bien son sujet. Mais les précédents ministres de la Santé de toute sensibilité, Roselyne Bachelot comme Aurélien Rousseau ou Agnès Firmin-Lebaudot, ont signé une tribune ensemble. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une situation budgétaire terrible. Oui, mais vous savez, ça représente 0,3% des dépenses d'assurance maladie. Voilà, on dépense 200 milliards de dépenses d'assurance maladie, et il y a moins d'1 milliard sur l'aide médicale d'État, ou un petit peu plus. Donc c'est pas le sujet. Et si on la supprime, je vous mets ma main à couper qu'il y aura des dépenses supplémentaires, parce que, comme vous dites, la personne qui est menacée dans son existence, on va la soigner. Donc on va dire à des gens qui sont présents de fait sur le territoire: restez avec votre maladie, attendez qu'elle s'aggrave, et quand elle menacera votre santé, alors vous irez à l'hôpital, et ça coûtera beaucoup plus cher à l'hôpital. Sur le diagnostic, vous êtes d'accord que le bateau... je peux me permettre de dire une chose. Est-ce que vous êtes d'accord? Votre port d'entrée de la question... budgétaire très Mais justement, c'est parce qu'on est dans une situation budgétaire que, s'il vous plaît, n'agitons pas un chiffon rouge qui n'est pas à la mesure de la situation. Le problème, tout à l'heure va être présenté le budget de la sécurité sociale, 700 milliards, et le budget de l'État, 400 milliards. Donc on peut dire que tout est la faute des étrangers. Ce n'est pas vrai. Le problème principal que nous avons en France, c'est un problème de partage des richesses. Le choix a été fait depuis 7 ans de baisser significativement des impôts. Il n'y a pas de problème à trouver des économies dans les dépenses de l'État? Mais évidemment, mais le gros, vous savez, depuis 7 ans, depuis 2017, il y a environ 50 milliards de recettes fiscales qui ont été décidées d'être baissées, d'être supprimées par l'État. Donc l'État s'est auto-appauvri. Donc après, il dit: regardez, j'ai plus d'argent, donc je vais aller faire des coups de sombre à l'hôpital, à l'école, dans la justice, dans la police, dans les services publics. C'est un peu facile. Regardez la grosse décision qu'ils vont prendre. Le budget de la justice a été augmenté. Vous parlez d'Éric Dupond-Moretti. D'ailleurs, Monsieur Gued, j'ai regardé le programme socialiste législative. Vous savez combien vous proposez de dépenses supplémentaires de milliards? C'est Noël. Il devait y avoir 117 milliards, c'était le chiffrage que Valérie Rabault avait fait. C'est peut-être pas la bonne potion si on est dans une situation budgétaire aussi catastrophique. Mais pour la simple raison que, quand on injecte de l'argent public, on soutient le tissu économique, la demande, etc. Mais je veux juste vous donner une mesure, parce que ça concerne vos téléspectateurs, qui ne sont pas tous âgés, mais quand même certains. La mesure la plus efficace qui va être prise, c'est de désindexer les pensions de retraite. Donc là, au cœur de l'hiver, ceux qui devaient voir leur pension normalement augmenter, eh bien, ils vont devoir attendre 6 mois. Donc on prend dans les caisses, dans les poches, des retraités, pour justement équilibrer un budget pour lequel on a préféré, dans le passé, supprimer l'impôt de solidarité sur la fortune, moins taxer le capital que le travail. Moi, je suis pour que le travail paie, mais je trouve anormal que, quand on a des revenus du capital, ils sont moins taxés que les revenus du travail. C'est ça, la justice fiscale. Pour l'abrogation de la réforme des retraites, oui. Mais vous ne pourrez pas aider dans ce sens. Pourquoi? Parce que vous ne serez pas à la tête de la commission des affaires sociales, et c'est en grande partie, si ce n'est la faute entièrement des insoumis et des écologistes, puisque face à un ancien ministre, eh bien, ils ont voté blanc. Pourquoi? Est-ce que pour eux, à leurs yeux, vous n'êtes pas un bon socialiste? J'étais candidat, en effet, pour être président de la commission des affaires sociales. C'est le domaine que je connais bien. Et à ma grande surprise, j'étais présenté et soutenu par les socialistes, pour qui cette commission était fléchée, comme on dit. Et à ma grande surprise, ils ont préféré ne pas voter pour moi, avec un argument qui est de dire je ne suis pas assez aligné sur leur position, voire je les conteste. Oui, j'assume cette liberté.
et j'ai dit dans le passé tous les dérapages, toutes les outrances, tous les propos parfois insupportables qui sont venus que vous avez de la part... qualifié pour Jean-Luc Mélenchon pour un texte d'antisémite. Oui, pour la première fois, vous je dis maintenez que le 29 avril, Jean-Luc Mélenchon, me concernant, a écrit un texte antisémite et c'est la raison pour laquelle j'ai refusé de prendre le logo de la France Insoumise. Il a rappelé vos origines juives. C'est la première fois qu'on m'essentialisait dans le débat politique. Mais pour autant, moi, je suis à gauche. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ce vote ? Vous êtes universaliste. Moi, je suis un universaliste républicain. Pourquoi alors est-ce qu'on vous ramène à vos origines ? Pourquoi M. Mélenchon vous ramène ? Mais parce que c'est l'erreur, ça revient au débat qu'on avait précédemment. Dès qu'on s'adresse à autre chose qu'à la communauté nationale et à celle des citoyens libres et émancipés, qu'on pense qu'il faut segmenter d'une manière ou d'une autre la société, alors on abîme le pacte républicain. Et hier, ce qui s'est abîmé dans ce vote, c'est quand on laisse faire une présidence ou un candidat pour quelqu'un de droite, eh bien on abîme la gauche et on empêche surtout d'apporter les réponses efficaces. Et c'est pour moi assez révélateur de ce qui nous pend au nez. Pardonnez-moi l'expression. Voilà. Il faut qu'on ait une gauche républicaine, universaliste, laïque, écologiste, sociale, qui s'affirme. Et moi, je le redis, on peut être très à gauche, qui est mon cas, sur les positions économiques, sur les positions sociales. J'assume d'être très à gauche. Mais simplement, on peut le faire dans la crédibilité, dans la solennité, dans la gravité qui fait qu'on va convaincre des gens et pas se rabougrir. Vous savez, le repli sectaire, à la fin, il abîme la gauche, il l'empêche de gouverner à ceux des insoumis qui, hier, ont préféré laisser passer un président de commission des affaires sociales. Et vous savez pourquoi c'est grave ? Parce que le président de la commission des affaires sociales, il a des pouvoirs. Et on va démarrer dans quelques jours le débat sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Moi, en son sein, je veux qu'on puisse abroger la réforme des retraites. Or, c'est le président de la commission des affaires sociales qui déclare recevable ou pas les amendements. Et le nouveau président, il va empêcher l'examen d'amendements pour permettre l'abrogation. Qu'est-ce que vous avez encore en commun avec Jean-Luc Mélenchon qui appelle à mettre des drapeaux palestiniens le 8 octobre partout dans les universités ? Qu'est-ce que vous avez encore en commun avec Rima Hassan qui menace des journalistes et leur dit qu'ils vont devoir rendre des comptes ? Qu'est-ce que vous avez encore en commun avec des insoumis qui préfèrent un ancien ministre de droite que vous ? Je n'ai rien en commun avec ceux qui préfèrent la brutalisation, la conflictualisation, l'hystérisation du débat public pour la simple raison, c'est que ça ne marche pas, ça ne gagne pas. Moi, je suis toujours pour le rassemblement de la gauche et des écologistes sans exclusive, mais sur une ligne qui cherche à apaiser, ce qui ne veut pas dire édulcorer le débat public pour convaincre plus de gens. Voilà. Et moi, c'est la ligne que je veux porter et incarner à gauche, parce que sinon, si en 2027, on fait la même chose qu'en 2022 ou en 2017, alors ce sera l'échec et ce sera la victoire du Rassemblement national. Merci Jérôme Gage, c'était votre grande interview.